Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc dans ce que nous avons vu précédemment, nous avons négligé l'interaction de la particule chargée avec son propre champ. C'est en général ce qui est fait en physique classique. Et c'est habituellement justifié. Si on considère l'énergie de l'armor qui est émise pendant un temps delta t, c'est de l'ordre de 2/3 de E carré sur 4pi fois dV sur dt fois delta t divisé par au carré, donc au carré fois delta t divisé par c au cube. L'énergie de la particule, son énergie propre, elle, est de l'ordre de m fois dV sur dt fois delta t au carré. Et donc, si l'énergie rayonnée est petite par rapport à l'énergie propre de la particule, alors négliger la réaction sur la particule est raisonnable. Cela donne une condition que delta t, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel le rayonnement est émis, par exemple lors d'une collision dans un bremsstrahlung ou quelque chose de ce genre, dans une collision, donc delta t est grand par rapport à une valeur dite tau 0, une durée caractéristique, qui est 2/3 de E carré sur 4pi mc cube, c'est-à-dire le rayon électromagnétique divisé par C. 2/3 du rayon électromagnétique divisé par C. C'est-à-dire, à peu de choses près, le temps que met un signal lumineux pour parcourir la taille du rayon électromagnétique qu'on pourrait assimiler à un corpuscule. C'est très très court, puisque ces corpuscules sont petits, c'est la taille d'un électron, et donc on peut imaginer que si les forces, ou si sur des durées qui sont plus grandes que tau 0, grande par rapport à tau 0 ou grande par rapport à cette distance, la taille de la particule, elle ne varie pas beaucoup sur la taille d'un électron, alors cette approximation est tout à fait correcte. À l'inverse, si les forces varient extrêmement vite ou sur des distances extrêmement courtes, alors ce n'est plus correct. Alors, Lorentz en a fait une dérivation heuristique qui fut fortement discutée à l'époque. Nous allons voir cela. Et donc, Lorentz considère qu'il y a une force de correction, F alpha, de façon à ce que, qui est due à cette auto-interaction et qui donne, donc pour l'équation du mouvement, M U dot mu est égal, qui est égal à d mu dot, à du mu sur d tau, est égal à E F mu extérieur, c'est-à-dire l'action des forces externes, du champ électromagnétique externe agissant sur la particule, fois U mu, plus F mu. F mu étant cette correction. Alors, que donne quelle forme peut avoir F mu? D'abord, ça doit être un quadrivecteur, doit être relativiste. Lorsque les vitesses sont très petites, on doit retrouver le rayonnement de l'armor. L'invariance à la translation implique que F alpha ne peut dépendre que de la vitesse U et de ses dérivés par rapport au temps propre. Et enfin, il n'y a pas d'autre quantité que la charge et la masse qui doivent intervenir de la particule
du moins si celle-ci n'a pas de structure interne, si c'est une particule élémentaire. Enfin, on considère qu'on garde la définition du temps propre, U carré est égal à 1, et donc on doit avoir U fois F égale 0. Ils doivent être orthogonaux. Si on regarde l'expression de moins U dot dot fois U, donc la dérive seconde, fois U fois U mu, qui est égal à U dot carré fois U mu, alors on vérifie que lorsqu'on tend la limite non relativiste, donc quand les vitesses sont très petites, ça tend vers moins dv sur dt au carré. Donc, si on veut avoir f fois u égale 0, et la limite qui donne la formule de l'Armor, on aboutit alors à m fois u dot mu est égal à e f mu extérieur fois u mu, toujours, plus le terme donc de correction, 2 tiers de e carré sur 4pi fois u dot dot mu moins u dot dot fois u mu. Si on regarde le bilan énergétique que cela donne, on trouve que la variation d'énergie est donnée par le travail des forces externes, plus l'énergie rayonnée, donc le terme dissipatif, l'énergie de l'Armor, plus interne, m taux 0 fois u dot dot. Zéro pour la composante, 0 pour l'énergie. Ce terme est appelé énergie de Scott, et c'est une énergie qui oscille extrêmement vite, et quand on prend des moyennes sur des durées raisonnables ou des distances raisonnables, il s'annule. Ça, c'est une dérivation, on va dire, heuristique assez simple. Lorentz, dans un cadre classique, et Dirac, dans un cadre totalement relativiste, ont réalisé une dérivation plus sophistiquée. Ils ont considéré un modèle de l'électron sous forme d'un corpuscule sphérique, uniformément chargé, avec des calculs assez pointus, mais ils ont retrouvé le même résultat. Alors, cette équation pose des difficultés. Alors, si on considère l'équation du mouvement, en négligeant le terme dissipatif, il suffit d'avoir des accélérations qui ne sont pas trop grandes, ou de toute façon on peut en tenir compte, ça ne change pas les conclusions, et on passe à la limite non relativiste. On obtient m fois v dot, donc le vecteur vitesse, moins tout 0, v dot dot est égal aux forces extérieures. Ceci, même quand les forces extérieures sont nulles, on peut avoir une variation du mouvement. Avec fx égale 0, on a la solution v égale constante, mais aussi des solutions du type v dot égale v dot 0, donc à l'instant initial, fois E exposant T sur taux 0. Donc la particule a une auto-accélération. En interagissant avec son propre champ,
elle accélère en permanence, ce qui est évidemment une aberration et même une violation de la conservation de l'énergie. Ce phénomène est dû à la présence de dérivés plus élevés, comme le V dot dot ici, dans les équations. C'est là qui est la source du problème. Et on peut éviter ce type de souci si on impose des conditions aux limites à l'équation, qu'on peut donner sous forme intégrale pour intégrer ces limites. Donc on va imposer que V dot tende vers 0 lorsque le temps tend vers l'infini, avec la dissipation, et à condition que les forces externes tendent vers 0 aussi au bout d'un temps infini. Cela donne une équation intégrale, mv dot égale intégrale de 0 à l'infini, ds, E exposant moins S, fois les forces externes, fois T plus T0S. Sous cette forme, c'est très bien, on n'a plus de solution auto-accélérée. Mais il n'empêche que on a encore des problèmes. Alors, lesquels? Considérons que la force externe est appliquée à un instant donné. Donc, pour un temps négatif, la force externe égale 0. Et pour un temps positif, on applique une force constante. Nul, puis en 0, on applique une force constante. En résolvant l'équation, on trouve alors que V dot, en t égale 0, donc V dot alors est constant après, ce qui est cohérent avec une force constante, mais ne s'annule pas pour les temps négatifs et subit une phase d'accélération sur une durée de l'ordre de tau 0. On appelle cela une préaccélération. Et ça, c'est une violation de la causalité. C'est-à-dire que la particule commence à accélérer avant même que la force soit appliquée. Donc, on rencontre des soucis. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ceci est dû, en fait, aux effets quantiques. Et je vous avais expliqué que la théorie classique ne contient pas les effets quantiques, etc. En fait, quand on regarde de près, cela se produit sur des distances de l'ordre de la longueur d'onde de Compton. Si la force varie pendant un temps delta t, alors on a une variation de l'énergie qui est de l'ordre de h bar sur delta t. Et si l'énergie est de l'ordre de mc carré, c'est-à-dire l'énergie propre de la particule, alors on obtient delta t environ h bar sur mc carré pas m carré, mc carré, c'est-à-dire de l'ordre de tau 0 sur la constante de structure fine, c'est-à-dire 137 tau 0. Donc, a fortiori, si on a des durées encore plus courtes que tau 0, ou de l'ordre de tau 0, on aura des énergies impliquées bien supérieures à la masse à l'énergie propre de la particule. On entre dans des effets quantiques et relativistes extrêmement importants, avec des créations de particules, parce que l'énergie devient suffisante pour créer des particules. De toute évidence, on entre là dans le monde quantique. Et il n'est donc pas surprenant qu'en voulant à tout prix rester dans la théorie classique, on rencontre des difficultés. Voilà, donc on termine ici avec cette partie classique et nous allons entrer dans le domaine quantique. Alors dans la prochaine vidéo,
je commencerai un rappel, parce que nous l'avons vu dans la série sur la mécanique quantique, hein, que je vous ai conseillé de voir. On a vu l'équation de Klein-Gordon, l'équation de Dirac. Alors ici, j'en donnerai un rappel et quelques infos plus techniques, hein, que j'avais négligées dans cette partie-là, ainsi que des infos supplémentaires comme la fonction de Green pour un électron de Dirac et des choses de ce genre. Donc nous commencerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.